On regarde pas le foot, on le vit. Bienvenue sur le Williams FC et sur cette nouvelle chaîne qui va parler actu football et principalement Paris Saint-Germain. On aura quelques actualités sur du football international bien évidemment, mais ici, vous l'avez vu, on est totalement sous maillot Paris Saint-Germain, champion d'Europe, fan du PSG depuis 2008. Mais bien évidemment, on parlera un peu plus tard de moi. En tout cas, bienvenue sur cette nouvelle chaîne. On va parler donc actu football Paris Saint-Germain à travers des previews, des débriefs, des interviews aussi avec des professionnels du football et des amateurs, des joueurs, etc. Il va y avoir du contenu, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram en masse parce que c'est là-bas que l'actu va se passer et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi, c'est très important. Et en tout cas, suivez-moi déjà sur ce nouveau format. Blueprint Paris qui revient sur des petits détails tactiques, techniques, statistiques d'avant-match pour préparer le match face à Tottenham et face aux autres que le PSG pourra jouer, bien évidemment. Allez, on embarque tout de suite dans l'aventure, c'est parti. Pour aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. La forme de Tottenham. Comment Tottenham se comporte en première ligue. Qu'est-ce que ça donne le Tottenham de Thomas Frank. La forme du Paris Saint-Germain. Un petit focus sur quelques joueurs aussi. Parce que on a quelques joueurs en tête. Vous inquiétez pas, j'ai quelques joueurs en tête. Tu sais de quoi je parle, je pense. Non. Les clés du match. Et puis, bien évidemment, la compo face à Tottenham avec mon pronostic évidemment à la clé. Et voilà, donc on va tout de suite embrayer là-dessus. Si on se repenche sur ce qu'était la finale face à Tottenham, le 13 août 2025, on a fait 2-2 face à Tottenham, on a gagné 4-3 au penalty. Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? On sortait d'une semaine et demie de préparation juste après la Coupe du Monde des clubs. Donc, la Coupe du Monde des clubs, c'était fini quoi, il y a 3 semaines. Les joueurs venaient de revenir à peine à l'entraînement sur 6-7 jours avant. Et la semaine d'après, tu joues un match de Super Coupe d'Europe. Physiquement, t'es à la rue. Tu venais d'avoir Tottenham qui avait fait quoi, 6-7 matchs pour se préparer. Tu n'étais pas prêt. Donc, on va pas se trouver des excuses, mais le PSG n'était pas prêt physiquement à ce moment-là. Donc, on s'est fait vraiment démembrer au milieu de terrain. On a pris des tempêtes dans le dos. On n'a pas su gérer notre profondeur. On n'a pas su gérer l'opposition de style et physique aussi qu'a imposé Tottenham. Parce que Tottenham s'est appuyé sur ce qu'a fait Chelsea clairement en finale pour nous poser problème, et ça on n'a pas su y répondre. Et c'est pour ça que le match là a été si difficile face à Tottenham. Mais aujourd'hui c'est un tout autre Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui est bien plus avancé dans sa gestion physique, même si on a des blessés. Un Paris Saint-Germain qui est beaucoup plus serein aussi de ses forces par rapport à cette période là où on était en période de reprise et c'était beaucoup plus compliqué. Un Paris Saint-Germain qui gère. En Ligue des Champions on se gère. Le seul faux pas c'est face au Bayern. Et encore face au Bayern on a une tête de Joyeux Neves de faire match nul face au Bayern. Donc en réalité le Paris Saint-Germain se gère. Est en gestion, est en très très bonne gestion même. Et à côté de ça, on a un Tottenham qui galère un petit peu. Et on va le voir de toute façon, mais c'était déjà pour me remettre un peu de contexte dans ce match-là, dans cet affrontement-là. Maintenant, si on se penche un petit peu plus sur Tottenham et qu'on regarde l'état de forme de Tottenham et ainsi que le radar statistique un petit peu que j'ai pu vous faire sur les 4 derniers matchs. Tottenham est 9ème de Première Ligue. Une équipe qui sur le papier normalement doit, je pense, au moins être au top 5. C'est-à-dire qu'en dessous de top 5, même si on sait que la Première Ligue c'est tendu, c'est intense, on a des surprises chaque année, Bournemouth, Brighton, etc. Mais il y a un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions. Tottenham, où est-ce qu'ils vont Tottenham en fait? Ma question elle est là, où est-ce que va Tottenham en fait? Parce que quand tu as un club comme Tottenham, avec l'équipe que tu as sur le papier, où tu vas avoir Simons à gauche, Kudus à droite, au milieu, Il va gérer le milieu de terrain comme un bâtard, cousin. Personne va passer, cousin. au mitard, tu as Bissouma qui est même si là il est blessé, mais tu l'as sur le banc. Tu vas avoir Kulusevski, tu as Pape Matar Sarr, tu as James Maddison, tu as Betancourt, tu as Palinha qui est en prêt du Bayern Munich. Même si sur ton point faible, je pense, c'est l'attaque en termes de neuf. Derrière, tu tiens la route. Jade Spence à gauche, ce n'est pas Udogi. À droite, tu as Pedro Porro. En centrale, tu as Van de Ven et tu as Romero. Ton gardien principal, c'est Vicario qui fait un début de saison exceptionnel, mais qui pour moi aussi prouve que ton efficacité défensive est peut-être aussi en perdition, en plus de ton efficacité offensive. Et c'est ce que nous montrent les chiffres. Tottenham s'est fait démembrer dans tous les sens face à Arsenal. Il faut dire les termes. Quand tu produis 0,07 C'est nul. XG avec 3 tirs. Et sur tes 3 tirs, t'en as 2 cadrés, mais 2 cadrés qui sont inoffensifs. Parce que c'est ce que reflète les XG. C'est ça que ça reflète. Que tu as été inoffensif. Tu produis 3 tirs. Tu touches 4 ballons dans la surface adverse. Et ça veut dire que, en termes de buts cadrés attendus contre toi,
donc qui sont potentiellement une occasion de but, 3,52. Ça veut dire que Vicario a produit une performance exceptionnelle face à Arsenal. Exceptionnelle, avec un nombre d'arrêts conséquent et qui a donc induit en erreur Arsenal, puisque Arsenal aurait pu marquer plus de buts si Vicario n'avait pas été dans les cages. C'est ça qu'il faut se poser comme question. On a aussi un Tottenham face à Chelsea qui produit 0,10 en XG, avec toujours 3 tirs, 15 ballons touchés dans la surface adverse face à 36 et 3,52 post-XG concédés. Il y a un moment donné, il faut se recentrer, il faut se recadrer, il faut savoir où va Tottenham en fait. Quel est le but de Tottenham aujourd'hui? Est-ce que c'est de faire une même saison que la saison dernière et de terminer 17ème et de tout tenter sur un parcours européen? Ou est-ce que c'est de produire du contenu, de produire quelque chose et d'être actif aussi sur un mercato pour aller combler des besoins? Parce qu'en réalité, c'est quoi? La faiblesse de Tottenham vient d'où? Ils n'ont pas de numéro 9. Et comprenez bien quand je dis ils n'ont pas de numéro 9. Ils n'ont pas de numéro 9 performant. Parce qu'aujourd'hui, Richarlison n'est pas assez performant. Oh, il a rien apporté. Colomboigny qui vient d'arriver, quand je dis vient d'arriver, il était déjà là, mais il revient de blessure et il est en train petit à petit d'être intégré à l'effectif. Il ne performe pas encore. Odobert, c'est pareil, il n'y a pas assez de buts. Simons, il n'y a pas assez de buts. Kudus, il n'y a pas assez de buts. James Maddison, c'est pareil. Kulusevski, c'est peut-être le seul joueur qui, quand il n'est pas blessé, c'est ton homme à tout faire en fait. Mais à contrario, tu as aussi un Tottenham qui est capable d'aller chercher des résultats un petit peu improbables, comme ce 2-0 face à City en début de saison, ce carton plein face à Copenhague où tu produis 3,32 d'XG. Enfin, en fait, il y a un moment donné, tu es capable de faire, tu es capable. Et de toute façon, les statistiques que je vais vous montrer juste après sur le radar statistique, vous allez voir, ça parle d'elle-même en fait. Même si on va faire un léger petit point sur ce qui attend les Spurs très prochainement avec une réception de Fulham et de Brentford et du Slavia Prague. Même si tu te déplaces à Newcastle, ton seul gros match difficile, théoriquement, c'est Newcastle. Donc, les 3 autres matchs, ça doit être un carton plein et Tottenham doit marquer et doit gagner surtout. C'est ça la réalité. Parce qu'aujourd'hui, la question, elle est là. Quand le niveau s'élève, quel est le niveau de Tottenham en réalité ? Parce que quand le niveau s'élève, c'est une défaite face à Arsenal, c'est un match nul 2-2 face à Brighton, c'est un match nul 2-2 face à United que tu vas arracher alors que United menait au score, c'est une défaite face à Chelsea, tu as battu City mais c'était un City qui n'était pas encore rodé comme le City de maintenant. Donc quel est le réel niveau de Tottenham quand le niveau s'élève en fait? Elle est là la question. Donc ça va être l'interrogation je pense sur le schéma de jeu de Tottenham et sur les prochaines semaines. Maintenant si on passe au radar statistique et qu'on s'aperçoit un petit peu des statistiques de Tottenham en termes d'XG, donc toujours en termes de buts attendus, 11,1. Donc tu es 17ème au classement de Premier League en termes d'XG. C'est-à-dire qu'en termes de production offensive, tu ne produis quasiment rien. Comment ça mon ref? Tu attaques, mais tu produis quasiment rien. Tu es inoffensif. Elle est là la réalité. Et pour moi, le principal problème, c'est que tu n'as pas de 9. De 9 efficace. Tu n'as pas de 9 efficace. Mais à contrario, tu es 4ème avec 19 buts marqués. Et même en termes de défense, avec 13 buts encaissés, Tottenham est la 4ème défense de Première Ligue. Mais tu es 9ème. Quand je vais sur le FBref et que je regarde les statistiques, Tottenham est à moins 6. C'est-à-dire qu'ils sous-performent leur XG. Ils devraient avoir marqué au moins 6 buts de plus. Donc c'est-à-dire que ça contribue peut-être à 1 ou 2, 3 victoires de plus. Donc à être un peu plus haut dans le classement. Aujourd'hui, la réalité elle est là. On a une équipe de Tottenham qui sur le papier est plutôt potable et même je dirais très bonne, mais qui ne performe pas offensivement et défensivement qui réussit quand même à être plutôt solide quand même parce que t'as une charnière centrale avec Van de Ven et avec Romero et tu termines par la colonne vertébrale avec Vicario qui est vraiment exceptionnel en ce début de saison qui te permettent de rester encore la tête hors de l'eau parce que s'il n'y a pas Vicario, s'il n'y a pas Van de Ven et il n'y a pas Romero, que dire de Tottenham aujourd'hui défensivement parlant? Elle est là la question en fait, elle est là. Par contre, à côté de ça, je vois que tu as une équipe de Tottenham qui a récupéré 508 ballons, qui est la 4ème équipe qui récupère le plus de ballons en Angleterre. Donc tu as quand même une équipe qui est capable de produire quelque chose défensivement. On l'avait vu. On avait vu un petit peu cette patte que Thomas Frank veut amener à ce Tottenham-là. Ce Tottenham-là est une équipe de coups. C'est une équipe qui veut faire des coups, une sorte de coup d'éclat, qui veut te surprendre, qui va jouer toujours en bloc bas. Essayer de ressortir le ballon proprement à partir de tes défenseurs et d'essayer de te prendre en contre dans tes espaces. Ça, c'est l'analyse que j'ai fait en regardant les matchs de Tottenham. Maintenant, le jeu, j'ai remarqué qu'il penche énormément à droite. C'est un jeu qui penche énormément sur Mohamed Kudus. Donc tu sens que Mohamed Kudus est un peu cette pierre angulaire, sachant que Kulusevski n'est pas là. Donc tu n'as pas de relais à proprement parler au milieu de terrain, avec Maddison aussi qui est absent. Le jeu penche clairement du côté de Mohamed Kudus. Ce qui m'amène à dire que si Mohamed Kudus est ton ailier le plus dangereux, qui est là pour réceptionner tes ballons? Pour l'instant, personne. Parce que Richarlison ne marque pas, parce que Colomboigny n'est pas assez efficace. Et de l'autre côté, tu as un Simons qui, il a pas de stats, faut se le dire, c'est pas le Xavi Simons d'il y a 2 ans à Leipzig, c'est pas lui, c'est peut-être son cousin qui arrive, on sait pas.
c'est qui? Je suis Spider-Man, fils de pute. Qu'est-ce que c'est que ces gens? BDH. Mais aujourd'hui, Xavi Simons, il produit pas grand-chose. Donc au final, il n'est même pas la star qu'on devrait attendre de cette équipe-là. C'est Mohamed Kudus. Donc, et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais donc, en termes d'efficacité où tu as tes deux atouts principaux, donc Madison et Kulusevski, qui sont blessés jusqu'à au moins 2026. Et à côté de ça, tu as un Brennan Johnson qui est aussi suspendu demain. Bissouma qui est même pas inscrit sur la liste de l'UEFA, mais qui est quand même blessé. Dominique Solanke est un de tes attaquants aussi qui est blessé à la cheville, donc on sait pas jusqu'à quand. Je trouve que tu as trop d'éléments blessés qui, pour moi, ont une influence positive sur ton jeu, notamment Kulusevski. Ce qui m'a dit. Pour le reste, après, ça reste que du détail. Maintenant, pour ce que moi je pense qu'il va y avoir comme compo demain et en ayant un petit peu analysé les matchs de Tottenham, je pense que on va partir sur un 4-2-3-1 parce qu'il va essayer de renforcer un petit peu sa défense en densifiant un petit peu plus son milieu de terrain avec la possibilité de voir Pape Matar Sarr qui, quand on est en phase offensive, a un rôle de numéro 10, un peu milieu offensif et qui, quand on est en phase défensive, va venir se réintégrer à Bentancur et Palinha et essayer de former un petit peu un milieu à 3 et la possibilité de voir Simons et Kudus venir resserrer au milieu de terrain pour densifier le milieu. Et puis je pense qu'à mon avis on aura Richarlison en attaque par rapport à sa performance qu'il a fait face à Arsenal pardon. Et puis après le reste c'est du classique avec Jens Spence à gauche, Porro à droite, Van de Ven et Romero dans l'axe et puis Vicario qui est exceptionnel en ce début de saison. Maintenant passons au grand Paris Saint-Germain, le grand Paris Saint-Germain qu'on attend et qui est de sortie européenne. L'état de forme du Paris Saint-Germain, il est plutôt bon parce qu'on est premier de Ligue 1 avec 9 victoires et 1 défaite. La seule défaite c'était face à Marseille le jour du Ballon d'Or. Écoutez, à un moment donné j'ai envie de dire, il faut aussi laisser croquer les petits frères. Pendant 14 ans, ils n'ont pas gagné un match au Vélodrome face à nous. C'est-à-dire qu'il y a des bougs, ils ont 14 ans. Ils n'ont jamais vu Marseille gagner hors cette année. Il fallait les laisser croquer un petit peu, c'est pas grave. Nous voulons parler avec des vraies personnes. De toute façon, nous, on est en train de se gérer, on est en train de préparer 2026 tranquillement, de récupérer nos blessés petit à petit. Voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, on est 5e en Ligue des Champions. C'est pas alarmant. 3 victoires, 1 défaite. La seule défaite, c'est face au Bayern. Et encore, ta défaite face au Bayern, même si tu joues un Bayern qui te bouscule, qui te fait sortir un petit peu de ton état habituel, tu es quand même à une tête de João Neves de faire 1-2-2. Même si les circonstances font que le Bayern était à 10, mais le Bayern à 10, t'avais pas forcément l'impression qu'ils étaient à 10 sur toutes les séances, sur toutes les séquences. Mais maintenant, si tu regardes aussi les prestations du Paris Saint-Germain, c'est un peu en dents de scie parce que tu as des prestations qui sont plutôt moyennes, comme celle face à Lyon où tu produis 1,40 en termes d'XG, même si c'est un gros match, on sait, mais tu ne fais pas une grosse impression face à Lyon. Face au Havre, tu fais tourner, mais tu produis quand même 3,46, tu produis 31 tirs et tu concèdes pas beaucoup d'occasions. À côté de ça, voilà, on a des prestations sur le Paris Saint-Germain qui sont en dents de scie, qui peuvent s'expliquer par le fait qu'on n'a pas eu de préparation physique et qui a été un petit peu tronqué, donc les états de forme ne sont pas les mêmes. Il y a des blessés, Dembélé s'est blessé, Marquinhos s'est blessé à un moment donné, Désiré Doué est blessé aussi, Achraf Hakimi est blessé, Nuno Mendes a été blessé aussi. Enfin, les états de forme des uns et des autres ont été assez disparates, ce qui fait que ça explique aussi les performances un petit peu en dents de scie du Paris Saint-Germain en ce début de saison là, et c'est aussi pour moi l'occasion de rebondir sur un petit point que j'ai vu d'ailleurs avec l'interview de Luis Campos au campus pour les 50 ans du centre de formation, où l'objectif est de faire progresser le nombre de Titi qui intègrent l'équipe première. C'est une constante qui est en évolution positive au sein de l'effectif de Luis Enrique, car il a à cœur de renforcer cette fibre-là, cette fibre centre de formation, cette fibre Titi parisien. Le football, il a changé. Aujourd'hui, quand on voit les Njanto, on voit les Jean-Jal, on voit les Mbaye, on voit les Zaïre Emery, les Mayoulou qui rentrent en équipe première, et même David Boli qui est souvent sur le banc ces derniers temps, ça rajoute une fierté. On ne dit pas qu'ils doivent être prêts tout de suite, parce qu'on sait très bien que ce sont des joueurs d'appoint qui sont là pour compléter l'effectif en termes de besoins. On sait que si le PSG a des besoins, ils vont aller se tourner principalement sur le marché de transfert. Même si, dans l'interview, on comprend que Luis Campos a à cœur d'éviter d'aller sur le marché des transferts, de ne pas barrer la route aux Titi parisiens lorsqu'ils sont bons. Et c'est ça l'objectif. Je pense qu'on est en train d'arriver petit à petit à ça. Donc ça, parenthèse fermée. Calendrier du PSG, on va avoir un calendrier qui va être un petit peu plus densifié parce qu'on va avoir 3 gros matchs avec Monaco, Rennes et Bilbao. Metz qui est un peu plus faible, sans vous offenser mes amis messins. Méfiez-vous. C'est un conseil. Mais bon, vous savez très bien. Même si Monaco n'est pas dans une grande forme, ça reste quand même un gros match de Ligue 1. Rennes qui s'est bien repris avec je crois une 3e victoire de suite. Et puis Bilbao, c'est toujours compliqué d'aller jouer dans la cathédrale à San Mamés. Maintenant, si on se penche un petit peu sur le radar statistique du Paris Saint-Germain en ce début de saison, en termes de DXG, tu es 5e de Ligue 1, notamment derrière des clubs comme Lens, Marseille, Lille. Donc tu n'es pas non plus largué parce qu'il n'y a pas une énorme différence, parce que je crois que Marseille a 27
27, quelque chose d'XG, donc il n'y a pas une énorme différence. En termes de passes progressives, donc des passes qui amènent donc du danger dans la surface adverse, tu es premier en Ligue 1, donc ça, il n'y a pas de souci. 27 buts marqués ex aequo avec le LOSC. En termes d'action menant un tir, tu es premier, donc ça montre aussi ta capacité offensive à amener du danger dans la surface et à créer aussi des occasions. Et en termes de ballons récupérés, tu es deuxième. Donc, défensivement, tu produis quelque chose, malgré le fait qu'on dise que le PSG concède beaucoup d'occasions par rapport à la saison dernière. C'est un PSG qui est, entre guillemets, convalescent, mais qui garde quand même certains standards. Aujourd'hui, il faut s'appuyer sur ces datas-là pour se dire la vérité. Le PSG n'est pas prêt physiquement. On le sait que le PSG n'est pas encore prêt et n'est pas encore à 100%, quoi que la stratégie de communication du club veuille dire. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? On n'est pas prêt encore. On est encore dans un processus de réhabilitation physique. On est en train de se refaire la cerise. Mais quand tu regardes ces statistiques-là, il n'y a aucune statistique où tu es en dessous de la 5e place. Et c'est ça la réalité. C'est un PSG aujourd'hui qui sait se gérer malgré toutes les absences qu'il y a. C'est un PSG qui sait voyager parce que quand tu vas à Barcelone et que ton équipe elle est quasiment décimée et que c'est les Titi qui jouent et les Titi sont performants en plus face à Barcelone et que tu vas marquer et que tu vas aller chercher une victoire là-bas, c'est tout bénef. Et c'est ça qu'on attend d'un Paris Saint-Germain aujourd'hui en fait. Comme je vous disais, l'infirmerie s'est beaucoup vidée parce qu'à un moment donné on avait vraiment beaucoup de blessés. Même si les blessures qu'il y a là sont des blessures majeures et qui vont nous faire assez mal, je pense. Même si on arrive quand même à les remplacer. Achraf Hakimi est remplacé par Zaïre Emery qui a fait un gros match et qui revient vraiment très bien. Et je tiens vraiment à faire un petit focus sur Zaïre Emery. Zaïre Emery, son année 2025 a été compliquée parce qu'on l'a mis très haut très vite parce qu'il a été performant très rapidement. Mais faut pas oublier que le petit il a 19 ans les gars. Il a 19 ans. Zaïre Emery c'est notre petit frère. Il a 19 ans. Il faut le laisser aussi un petit moment avoir cette petite passe. C'est comme ça qu'il va apprendre. Tous les grands sont passés par là. Kylian est passé par là. J'ai pas compris. Il y a pas si longtemps, Isaac est en train de passer par là. Wirtz est en train de passer par là. Le football, c'est pas linéaire, c'est pas si simple. Peut-être même que Neves et Vitinha vont passer par là, que Ruiz aussi va passer par là. C'est pas si simple, le football, c'est pas linéaire. Laissez du temps au temps. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Et Luis Enrique a laissé du temps à Zaïre Emery. Il lui a même permis de reprendre confiance. Jusqu'à Zaïre Emery a demandé d'aller jouer avec les espoirs de l'équipe de France pour pouvoir reprendre confiance et revenir en équipe de France plus tard. Ça montre la preuve de sa maturité. C'est un petit qui a la tête sur les épaules. Il sait très bien c'est quoi ses capacités. Il sait très bien c'est quoi ses performances aujourd'hui. Et il voit très bien que ses performances n'étaient pas bonnes. Là, depuis, pour moi, le Barça, tu sens que le petit, il reprend confiance. Il refait des accélérations, des perces avec la balle. Physiquement, il est bien, il est très difficile à bouger. On n'est pas sur le Zaïre Emery qui nous avait fait bouger tout Milan, mais on retrouve un Zaïre Emery qui est en top forme. Ça c'est positif. Il sait saisir sa chance parce qu'il sait très bien que, je pense à mon humble avis, que si les autres sont là, il sait très bien qu'il sera pas titulaire au milieu de terrain. Mais il sait saisir sa chance et mettre un petit peu de doute dans l'esprit de Luis Enrique. Ousmane Dembélé est en phase finale de reprise, donc on sait très bien que il va pas revenir tout de suite. Et puis ça a été dit en conférence de presse où Luis Enrique a dit que il prendra le temps à Ousmane Dembélé de revenir. Donc je suppose qu'on ne le verra pas demain face à Tottenham, même si il est prêt. On a un petit update sur Désiré Doué qui pourrait être de retour plus vite que prévu et qui donc serait très positif parce qu'on a besoin aussi de percussion, on a besoin de sa vivacité, de sa verticalité, de sa manière de dribbler, de son insouciance, de son audace. On a besoin de ça. Et je pense qu'un Désiré Doué qui vient un petit peu bousculer Barcola. Parce que Barcola, on va pas se mentir les gars, il joue la main dans le slibard. Barcola, je sais pas ce que t'as, mais frérot, lâche la main du slip. Commence à jouer réellement. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si Barcola, il a la finition, Barcola, on est sur un top joueur. On est sur un top ailier. Et moi, je suis pas ouvert au débat, je vous le dis. Barcola, si il a la finition, plus sa capacité d'élimination, on est sur un top joueur. Le mec, il a pas de Ukraine. Non. Mais il paye sa nonchalance. Maintenant, si on passe à la compo probable que je vois demain, donc je vois une charnière centrale classique, en l'absence d'Achraf Hakimi, donc avec Mendes à gauche, Pacho Marquinhos qui bouge pas, Zaïre Emery à droite, donc ça bouge pas. Le milieu de terrain aussi très classique, Ruiz, Vitinha, Neves. Maintenant, un petit peu en attaque, je pense que j'irai récompenser un petit Lee. Un Kangin Lee qui, en ce début de saison, se montre de plus en plus décisif. Un Kangin Lee qui a marqué face à Tottenham déjà. Un Kangin Lee qui a quasiment été décisif face au Barça parce qu'il frappe le poteau. Un Kangin Lee qui a marqué
face au Havre. Un Kang In Lee qui t'amène deux passes décisives, une face au Bayern et une autre face à Lyon. Un Kang In Lee qui est décisif ces derniers temps. Je pense qu'il faut lui donner sa chance. Donc moi je le remettrai en position de faux numéro 9. Et ensuite Barcola, Kvaratskhelia à droite ou à gauche. On sait très bien qu'il y aura des permutations pendant le match, même si je sais que Kvaratskhelia est catastrophique à droite et que Barcola est pas excellent, mais il est moins catastrophique à droite que Kvaratskhelia. Et puis mon pronostic, je vois pour ce match une victoire 2-3-0 du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, histoire de se rassurer, de se remettre en confiance et de repartir de plus belle face à un Tottenham qui est un petit peu en galère et qui vient de prendre un petit coup de face à Arsenal, et ce 4-1 pris à l'Emirates Stadium. Donc voilà. On est sur une fin de preview. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Donnez-vous aussi vos avis par rapport aux données que je vous ai données, à mon impression, à vos impressions aussi. Laissez vos impressions en commentaire. Retrouvez-moi sur ma page Instagram qui va s'afficher juste ici. C'était le Williams FC. Et ici le football, on le vit pas, on le regarde, mais on le regarde avec des stats. À très bientôt.